des siècles, c'est aux peintres qu'a appartenu la mission de laisser une image de nos villes à la postérité. Grâce à eux, nous connaissons l'aspect qu'avaient autrefois les rues et les monuments de Paris. Nous pouvons aussi nous représenter la vie que menaient ses habitants. Les œuvres des artistes peintres constituent une source irremplaçable sur l'histoire de la ville de Paris. Ils nous permettent de saisir l'histoire des grands sites qui forgent l'histoire multiséculaire de cette ville, comme la construction du Pont-Neuf, les places royales ou encore les Champs-Élysées. Ils nous permettent également de saisir des instantanés de vie des habitants de la capitale. C'est donc à travers les yeux de ces historiens munis de pinceaux que je vous propose de découvrir la ville lumière d'arrondissement en arrondissement en toile de fond. Notre balade picturale débute donc dans le cœur de la capitale, le premier arrondissement de Paris. Plus précisément au XVIIIe siècle, avec le peintre Nicolas Raguenet. Jean-Baptiste Raguenet est un peintre prolifique de la ville de Paris au XVIIIe siècle. Il est issu d'un milieu d'artistes. Son père était marchand de brocantes et de tableaux, ce qui a probablement structuré son attirance pour la peinture. Et il vit à travers la ville, à la fois rive gauche, rive droite, et également sur l'île de la Cité. Et il a souvent, à travers ses tableaux, comme fil conducteur la Seine. Et il nous permet de découvrir tous les monuments qui structurent le cœur de la ville de Paris à travers le XVIIIe siècle et les différentes opérations urbanistiques du XVIIIe siècle. Il consacre alors l'essentiel de son œuvre à des vues de Paris et notamment de la Seine. En effet, 74 des 86 tableaux et dessins qui sont actuellement connus de lui y sont consacrés. C'est notamment le cas de la toile « La joute des mariniers » entre le pont Notre-Dame et le pont au Change, peinte en 1751. Dans celle-ci, le peintre semble s'être posté sur une barque placée sous une arche du pont au Change, dont on aperçoit des éléments de chaque côté du tableau. En face, il a représenté le pont Notre-Dame, qui, par-dessus le grand bras de la Seine, relie la rive droite à l'île de la Cité. Plusieurs fois reconstruit, il apparaît ici tel qu'il fut édifié au début du XVIe siècle. La fête qui bat son plein est une joute nautique destinée à célébrer la naissance du premier petit-fils de Louis XV, né le 13 septembre 1751 et titré duc de Bourgogne. À travers ce tableau, Raguenet nous plonge dans une époque révolue de la ville de Paris. Il recrée l'ambiance qui est héritée du Moyen-Âge, lorsque la ville de Paris était enserrée dans une muraille étroite, d'où la nécessité de trouver de l'espace pour créer des habitations. Donc les habitations couvrent les ponts au cours de la période médiévale, avec au rez-de-chaussée des boutiques et dans la partie supérieure des habitations qui se répartissent sur plusieurs étages, jusqu'à 5 ou 6 étages. Et à travers le temps, ces habitations vont provoquer un certain nombre de risques, à la fois d'écroulement et d'incendie, ce qui conduit à terme, au XVIIIe siècle, à une politique d'ouverture de l'espace et un urbanisme qui se veut moderne dans sa structure. Donc au-delà de la scène qui se joue au premier plan et du spectacle, l'auteur ici démontre tout l'intérêt des activités économiques liées à la Seine, liées au fleuve. Au centre du pont, on observe une tour qui abrite une pompe qui permet d'alimenter en eau l'ensemble du quartier et une large partie de l'île de la Cité.
tandis qu'un petit peu plus loin, sous l'une des arches, un bateau sert de moulin. Nous sommes à proximité du port au blé et donc la matière première est travaillée directement à travers ce moulin. Le fleuve a donc bien cette fonction nourricière à travers la ville. Cet artiste, qui a fait de l'espace entre le quai Saint-Bernard et le port Saint-Nicolas son atelier, a été appelé le Canaletти parisien. Dans une autre de ses toiles, le peintre représente le palais des Tuileries vu du quai d'Orsay tel qu'il existait en 1757. À travers cette seconde toile, Raguenet met en évidence, concentre le regard sur le palais des Tuileries. Le palais des Tuileries, il doit son nom à une fabrique de tuiles établie à cet emplacement au Moyen-Âge, alors que le site n'est encore qu'une plaine. Au fil des siècles, du roi Henri IV à Napoléon III, le palais ne cesse d'être agrandi et de faire appel aux techniques architecturales les plus innovantes du moment. C'est Catherine de Médicis qui engage l'essentiel des travaux à partir du XVIe siècle et qui commande la réalisation également d'un jardin qui reprend les préceptes des jardins à l'italienne en bordure donc de la Seine. Sur la droite du tableau, on aperçoit l'extrémité de la grande galerie qui, à partir du XVIIe siècle, relie le palais du Louvre au palais des Tuileries. La jonction entre les deux palais est assurée par des pavillons. Au premier plan, on observe le pavillon de Flore et au second plan, on aperçoit le pavillon de Marsan. Alors le palais des Tuileries est l'un des points ciblés par les communards au mois de mai 1871. L'édifice est pris d'assaut, saccagé et brûlé, et il n'a pas été reconstruit après cet épisode sanglant. Peut-être Raguenet présageait-il sa future destruction en représentant une brèche dans le parapet. La Troisième République hésita à en restaurer les ruines, mais décida finalement de les raser en 1883. C'est sous ce visage que nous connaissons aujourd'hui les Tuileries. Raguenet, à travers son œuvre, s'inscrit dans le modèle des védutistes, les peintres qui font de la ville un cadre de vie et en même temps un objet artistique. Grâce à ses toiles d'une précision quasi photographique, il saisit au plus près les édifices, l'architecture et également les scènes de la vie quotidienne qui se jouent dans la rue. Raguenet se forge une solide réputation auprès des mécènes artistiques et des grands collectionneurs. C'est le cas notamment de la marquise de Pompadour qui, en 1762, lui commande 2 toiles de sa résidence de Ménard. À la fin de sa vie, Raguenet met en vente l'essentiel des toiles qui étaient conservées dans son atelier. Ces toiles se dispersent auprès de différents collectionneurs et un siècle plus tard, c'est le musée Carnavalet qui procède à l'acquisition d'un ensemble exceptionnel de 26 toiles, ce qui constitue la collection la plus étendue des œuvres de Raguenet. Toujours dans le 1er arrondissement de Paris, c'est sur le Pont des Arts que nous allons à la rencontre du peintre Giuseppe Canella. L'artiste italien Canella est né à la fin du XVIIIe siècle à Vérone et il entreprend dans les années 1830 le grand tour des capitales européennes. Il fixe notamment son regard à Paris où il réalise toute une série de toiles qui reprennent le modèle de Raguenet et qui font de la Seine un axe structurant dans son œuvre. Alors ces toiles suscitent un vif intérêt au point que le roi Louis-Philippe lui passe plusieurs commandes officielles de vue de la capitale. C'est ici que le peintre italien posa son chevalet pour brosser le portrait de la ville au temps des romantiques. Les toiles de Canella retracent le Paris des romantiques qui est décrit par les écrivains du XIXe siècle comme George Sand, Honoré de Balzac ou Alfred de Musset qui eux-mêmes disposent de résidences à Paris et retracent cette ambiance du quotidien. Sur la Seine, différentes sortes de chalands et de bateaux entretiennent un intense va-et-vient. À l'extrémité de la cité, il est possible d'apercevoir un long bateau lavoir où les femmes venaient faire leur lessive. Sur l'autre rive,
était installé un établissement de bains chauds qui a depuis disparu. Tout à côté avait été planté un arbre le 26 août 1660 en honneur du mariage de Louis XIV. Cet arbre fut abattu en 1958. Les monarques français ont toujours voulu marquer de leur empreinte par la pierre l'histoire de la capitale. C'est le cas du Pont-Neuf, édifié à la charnière entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est le premier pont réalisé sans habitation, mais qui, au XVIIIe siècle, est réaménagé par Soufflot, l'architecte du roi, qui établit des petites boutiques dans des niches circulaires qui font de ce pont un espace de la vie populaire très important à la pointe ouest de l'île de la Cité. Sur cette toile réalisée en 1832, l'artiste nous permet d'observer l'arrière de la statue équestre du roi Henri IV installée quelques années plus tôt, en 1818. Depuis le XIVe siècle, les rois de France font battre monnaie au sein de leur capitale. Au XVIIIe siècle, le bâtiment étant devenu trop exigu, le roi de France ordonne la réalisation d'un nouvel hôtel des monnaies qui est établi sur un style néoclassique par l'architecte Antoine. Canella a produit bien d'autres toiles inspirées par Paris. Mais laissons-le pour l'instant. Quittons la Seine et rentrons un peu plus dans le cœur de la ville. C'est place Joachim du Bellay, plus précisément à la Fontaine des Innocents, que nous retrouvons notre prochain guide et peintre, John James Chalon. Né à Genève dans une famille d'origine française, Chalon effectue différents séjours en Europe, notamment à Paris dans les années 1820. Au cours de ce séjour, il réalise toute une série de toiles qui révèlent des scènes de la vie parisienne. Plein de vie et de couleurs, le marché aux légumes que nous voyons sur cette toile se tient dans un lieu qui était jadis considéré comme l'un des plus hideux de la capitale, le cimetière des Innocents. Cette place tire son nom d'une église qui se situait à proximité. Avant de devenir un espace de vie collective, le site accueillait un cimetière, le plus grand cimetière de la ville de Paris au cours de l'Ancien Régime. Ce cimetière s'est vite trouvé complet, générant une série de problèmes liés notamment à la puanteur et aux odeurs, ce qui engendre une décision de transfert à la fin du XVIIIe siècle. Aussitôt le terrain nettoyé et nivelé, le marché aux herbes et aux légumes, qui depuis longtemps envahissait les rues voisines, occupa ainsi l'espace libéré. Maraîchers et paysans des villages proches y apportaient en carriole les productions de leurs jardins et les étalaient par terre ou sur des éventaires. Ainsi naquit ce qui deviendra, sous le Second Empire, les grandes halles de Paris. Au centre de la toile réalisée par Chalon trône la fontaine des Saints Innocents. Cette fontaine, initialement, était placée le long de l'église qui est détruite à la fin du XVIIIe siècle. Cette fontaine, elle est réalisée par l'architecte Lescaut et le sculpteur Goujon dans un style proche de la Renaissance. Au moment du transfert de cette fontaine, l'édifice ne comportait que 3 côtés. C'est l'architecte Pajou qui réalise un 4e côté en gardant le style architectural initial. En 1860, au moment de la création des Halles de Baltard, l'édifice est à nouveau déplacé pour définitivement trôner au centre de la place. C'est ce gracieux monument que Chalon fait trôner au milieu de son tableau. Au jaillissement des eaux, s'allient les couleurs joyeuses dont sont revêtus les personnages, illustrant le triomphe de la vie
dans un lieu qui fut si longtemps voué à la mort et au néant. À une vingtaine de minutes à pied, se trouve l'église Saint-Roch que le peintre Mingasson de Martinezo a croqué vers 1840. Installée sur la rive droite de la Seine, la rue Saint-Honoré prolonge la ville de Paris vers l'ouest. Elle est installée à l'emplacement d'une ancienne voie gallo-romaine qui, au cours du Moyen-Âge, était barrée par une porte fortifiée qui a été détruite afin d'ouvrir la rue. L'église Saint-Roch est ici éclairée par le soleil du matin qui met en relief les colonnes de sa façade. Louis XIV, accompagné de sa mère Anne d'Autriche, en a posé la première pierre le 23 mars 1653. Bâtie dans un style d'inspiration italienne, elle annonce l'architecture dont le jeune roi fera la marque de son règne. Le peintre saisit la sortie de la messe de l'église Saint-Roch. C'est un site de triste mémoire puisqu'en 1795, le jeune général Bonaparte est chargé de mater une insurrection des troupes royalistes et l'épisode engendre le massacre d'environ 300 personnes. Continuons notre tour de l'arrondissement. Direction la place Vendôme et les mésaventures de sa colonne. Réalisée à partir de la fin du XVIIe siècle sur les plans de l'architecte du roi Jules Hardouin-Mansart, la place Vendôme s'appelait autrefois la place Louis le Grand et accueillait une statue équestre du roi Soleil. En 1792, lors des événements révolutionnaires, la statue est abattue et la place est baptisée place des Piques. Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier décide d'établir au centre de la place une colonne qui reprend le modèle antique de la colonne Trajane à Rome. Cette colonne est élaborée à partir du bronze qui a été saisi lors de la victoire d'Austerlitz sur les troupes autrichiennes et russes. Au sommet de cette colonne, l'empereur fait établir une statue le représentant en habit d'empereur romain. Le peintre Bouot, dans sa toile, représente le premier état de la statue au sommet de la colonne. En 1814, lors de la première abdication de l'empereur, sa statue est remplacée par un drapeau blanc. En 1833, une seconde statue est installée au sommet de la colonne et cette fois-ci, l'ancien empereur déchu est remplacé par une statue en petit caporal. En 1871, pendant la Commune de Paris, c'est une pétition du peintre Gustave Courbet qui encourage les insurgés à abattre la colonne Vendôme. 2 ans plus tard, la colonne est rétablie avec à nouveau une statue de l'empereur. La place Vendôme n'est desservie que par 2 rues se faisant face, la rue de la Paix au nord et celle de Castiglione au sud. Cette dernière, depuis laquelle le peintre a travaillé, fut ouverte en 1802 et prit le nom d'une ville de Lombardie où Bonaparte remporta une bataille contre l'armée autrichienne. La place est installée sur un site
qui fait l'objet d'un certain nombre d'événements historiques à l'ouest de la capitale. C'est notamment le couvent des Feuillants, situé à proximité, qui accueille la famille royale au mois d'août 1792, pendant 3 jours avant son emprisonnement à la prison du Temple. Au début du XIXe siècle, le quartier fait l'objet de nombreux projets de réaménagement, ce qui engendre la destruction des bâtiments du couvent des Feuillants, dont la toile représente un certain nombre de vestiges. La place Vendôme tire son nom définitif de l'ancien hôtel particulier sur lequel elle est établie. Il ne reste rien de ce lieu chargé de souvenirs. Sur le tableau, l'église du couvent des Feuillants est encore visible au premier plan, à droite. Ce sont des vestiges sur le point d'être anéantis. Venu au monde sous Louis XVI et disparu sous Napoléon III, Étienne Bouot a observé les nombreuses métamorphoses de son temps. Les rues et les monuments qu'il a peints sont autant de jalons d'une histoire parisienne qui a vu se multiplier les révolutions et les changements de régime. Changement de décor et de coups de pinceau. C'est de ce point précis que Yong Kin nous offre cette vue de la cathédrale Notre-Dame. Ce peintre néerlandais réalise de nombreux séjours en France où il meurt en 1891. Il est au contact d'Isabey qui le forme à la peinture et il côtoie également les peintres Boudin et Monet dont il partage les caractéristiques artistiques. Il est plus tard considéré comme l'un des précurseurs du style impressionniste. La partie gauche du tableau montre le port de la Tournelle entre le pont du même nom et le pont de l'Archevêché, dont les 3 arches se dessinent dans la perspective. Le peintre réalise sa toile au débouché du pont de la Tournelle, à l'emplacement d'une ancienne porte fortifiée de l'enceinte du roi Philippe Auguste, qui, au XIIIe siècle, marquait l'extrémité est de la capitale. Ce lieu s'était jadis appelé le port aux tuiles, puis le port aux bois, selon les marchandises qui y étaient acheminées par voie fluviale. En représentant des bateaux amarrés et des tombereaux en cours de chargement, le peintre nous fait constater que cette activité restait d'actualité en 1854. Sur la droite du tableau, nous reconnaissons la silhouette de Notre-Dame vue du côté de l'abside. Ironie de l'histoire, cette toile de 1854 nous ramène en 2019 à la vue du chevet de l'église Notre-Dame. La cathédrale, sur cette toile, est dépourvue de flèches. Une première flèche, datant de la période médiévale, a été démontée à la fin de l'Ancien Régime à cause d'un risque d'effondrement. Quelques années plus tard, c'est le projet d'Eugène Viollet-le-Duc qui est mis en œuvre pour doter cette cathédrale d'une nouvelle flèche digne de son rang. Je vous emmène maintenant place des Vosges, ancienne place royale, qui a traversé 4 siècles sans dommages notables. La place royale, future place des Vosges,
et la première d'une longue liste de places royales établies dans la capitale. Celle-ci est édifiée à l'est de la ville, à l'emplacement d'un marais qui est asséché et qui donne son nom au quartier. L'établissement de cette place intervient au début du XVIIe siècle, au cours du règne d'Henri IV, avec un achèvement en 1612, au cours du règne de son fils, le roi Louis XIII. Sa construction répond au style architectural de l'époque qui mêle la pierre de calcaire blanche à la brique. Le rez-de-chaussée est occupé par des galeries qui ouvrent sur des hôtels particuliers qui sont surmontés de hautes toitures en ardoise. Symétrie et harmonie en sont les maîtres mots. C'est seulement à la fin de l'Ancien Régime que des arbres y seront plantés. Cette toile anonyme émane probablement d'une commande issue d'un courtisan, car l'artiste prend soin de représenter au premier plan un cortège royal où le roi fixe le spectateur. Ici, une statue équestre de Louis XIII occupe le centre du terre-plein garni de pelouse que protège une barrière de bois. La place est décrite dès l'origine comme le laboratoire de l'élégance à la française et les gens mal vêtus ou malvenus étaient refoulés de cette place. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je parle des gens mal habillés, bien sûr. Car la place est toujours aussi belle, si ce n'est plus. Nous nous rendons maintenant dans le 7e arrondissement de la capitale. Plus précisément, devant l'Hôtel des Invalides, pour y découvrir une œuvre de Pierre-Denis Martin. Pierre-Denis Martin, dit le Jeune, est issu d'une lignée d'artistes peintres. Il étudie la peinture auprès de peintres du roi comme Parocel ou Van der Meulen et répond à des commandes qui émanent de Louis XIV et de Louis XV. Il réalise des peintures de bataille, des peintures de résidence royale qui sont ensuite accrochées à Versailles ou encore à Fontainebleau. Avant l'invention de la photographie, il appartenait aux peintres de fixer le souvenir d'un événement mémorable. Dans cette toile, il s'agit de la première visite de Louis XIV à l'église Saint-Louis des Invalides qui venait tout juste d'être terminée. Une grande foule l'entoure, comme si tous les habitants du château de Versailles avaient tenu à l'accompagner pour l'occasion. Au premier plan, à droite, on voit le roi descendu de son carrosse. Vêtu d'un habit clair et tourné de 3/4 vers nous au milieu de sa suite, il est le seul à avoir gardé son chapeau sur la tête. En face de lui, nous tournons le dos, l'architecte Jules Hardouin-Mansart tient symboliquement une masse de plans dans la main gauche et tend la main droite vers le souverain, sans doute pour lui remettre solennellement les clés du sanctuaire. Le site des Invalides réclame une place importante, d'où son installation à l'ouest de Paris, dans une plaine restée inoccupée qui s'appelait autrefois le Grand Pré au Clair et qui devient ensuite la plaine de Grenelle. Au loin, sur la droite, on devine les confins du faubourg Saint-Germain, tandis qu'à l'horizon se profile la butte Montmartre, qui, outre quelques moulins à vent, n'est alors occupée que par l'abbaye bénédictine, bâtie par Louis VI au XIIe siècle. Roi de guerre, Louis XIV est soucieux du sort de ses soldats. En 1670, il décide de construire un édifice, l'Hôtel Royal des Invalides, destiné à héberger et à soigner ses militaires. Quelques années plus tard, le site permet d'accueillir jusqu'à 6000 vétérans des armées du roi.
À la fin du XVIIe siècle, le site manque encore d'une église pour les offices religieux des soldats. Ce délai est lié à la concurrence entre deux architectes et c'est finalement Jules Hardouin-Mansart qui réalise cet édifice et la toile représente la visite officielle du roi au moment de l'inauguration de l'église. Il fallut pas moins de 30 ans pour achever ce qui reste l'un des plus beaux monuments de style classique de Paris, élevé à la gloire du roi Soleil et de ses armées. Un siècle plus tard, l'empereur Napoléon Ier, qui affectionne le site, décide de transférer la dépouille de Turenne et le chœur de Vauban au cœur de l'église Saint-Louis des Invalides. En 1840, c'est désormais la dépouille de l'empereur qui est ramenée de l'île de Sainte-Hélène et qui est placée sous le dôme de l'église. Laissons là le cercueil de l'empereur et dirigeons-nous vers un autre joyau de la capitale. J'ai nommé la Tour Eiffel. Tournons un petit peu autour de la Dame de Fer pour retrouver l'endroit exact depuis lequel Paul-Louis de Lens a immortalisé l'édifice en pleine construction. Élève des Beaux-Arts de Paris, de Lens est un disciple de Jérôme Ebona. Il réalise une série de toiles autour de sujets religieux, mais aussi de paysages, comme cette toile qui représente la construction de la Tour Eiffel. Beaucoup de photographies ont été prises durant la construction de la tour. Mais parmi les tableaux connus, il n'y a que celui-ci pour nous donner son image en cours de travaux. Ce tableau est daté et signé par l'artiste au début de l'année 1789, dans les semaines qui précèdent l'achèvement de la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est terminée fin mars, avant d'être inaugurée au début du mois de mai, quelques semaines seulement avant le lancement de l'exposition universelle, dont Paris est le théâtre, et cet événement coïncide également avec le centenaire de la Révolution française. Parmi les créations conçues pour attirer les visiteurs, la plus spectaculaire est cette tour de plus de 300 mètres de haut, portant le nom de son créateur et édifiée en fer pudelé sur le Champ de Mars. Lors de son inauguration, la Tour Eiffel constitue le monument le plus haut du monde, ce qui suscite l'admiration d'une partie des habitants. À l'inverse, de nombreux artistes s'insurgent contre cette verrue dans le paysage urbain. Pour preuve, une pétition publiée par le journal Le Temps recueille les signatures d'artistes renommés comme Charles Garnier, Guy de Maupassant ou encore Émile Zola qui s'insurgent contre cet édifice. Lettre dans laquelle on pouvait lire « La Tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez point, le déshonneur de Paris. » Dès le début, l'édifice est conçu comme étant temporaire dans le paysage parisien. Selon les termes d'une convention, la ville de Paris doit en hériter 20 ans plus tard et il est alors question de la faire disparaître. Le lobbying ne s'en fait que plus fort. Ainsi, Paul Verlaine voyait dans la nouvelle tour un squelette de beffroi. Léon Bloy l'a traité de lampadaire véritablement tragique. Huysmans, lui, s'indignait devant ce suppositoire criblé de trous. Gustave Eiffel entre dans les débats et semble tranché. Il considère que sa tour constitue à la fois une œuvre et une attraction pour les habitants de la ville de Paris et aussi pour le monde. Ce sont finalement les antennes fixées à son sommet qui la sauveront dans un premier temps. Finalement, le progrès technique vient au secours de l'édifice. En 1914, le développement de la télégraphie sans fil apporte un concours précieux aux armées françaises. Quelques années plus tard, le développement des moyens radio et télévisés démontre une fois de plus l'utilité de la tour de M. Eiffel. Bien des années plus tard, ce sera le tourisme de masse qui consacrera son succès. L'œuvre, plus d'un siècle après, continue d'apparaître comme un magistral exploit technique. L'attraction, qui compte maintenant plus de 7 millions d'entrées par an, est devenue le symbole incontesté du Paris touristique.
C'est à la frontière du 8e et du 9e arrondissement de la capitale que nous partons à la rencontre de notre prochain grand maître, et pas des moindres. J'ai nommé Claude Monet. Parisien de naissance, mais normand d'adoption, Claude Monet réalise de nombreuses toiles en Normandie. C'est d'ailleurs l'une de ses toiles, Impression soleil levant, qui défraie la chronique et qui, ironiquement, donne son nom à un nouveau style pictural, l'impressionnisme. Adepte des séries, Claude Monet s'installe à proximité de la gare Saint-Lazare qu'il choisit comme sujet pour réaliser 12 tableaux qui permettent d'appréhender les différents moments de la journée. En rupture avec la tradition et les sujets imposés par le genre, l'artiste décide de se focaliser sur une gare qui manifeste les progrès de la révolution industrielle mais constitue un sujet atypique. Par certains points, il s'agit là d'une œuvre naturaliste. Il montre les rails courant sur le sol, l'armature d'acier soutenant la verrière, les wagons et les locomotives en pleine action, un cheminot marchant au premier plan. Classique, certes, mais en même temps, Monet transcende ce qu'il observe. La lumière inondant la scène semble émettre des vibrations qui font trembler les lignes. La fumée qui s'échappe de la cheminée des locomotives à vapeur s'élève sous la forme de flocons bleutés. L'intensité du soleil fait pâlir au fond le pont de l'Europe et les immeubles voisins. En somme, la beauté est partout, et d'abord là où on ne l'attend pas, à condition de jeter sur les choses un regard neuf et débarrassé de préjugés. Ce n'est pas un hasard si le peintre a jeté son dévolu sur la gare Saint-Lazare. Comme tous les impressionnistes et les fauves de la génération suivante, il prend à Saint-Lazare le train qui l'emmène vers les sites normands qui l'inspirent. Sainte-Adresse, Honfleur, Étretat, Rouen. Il s'agit de la plus ancienne gare parisienne qui constituait depuis 1837 le terminus d'une ligne de chemin de fer. D'abord un embarcadère, elle est remplacée quelques années plus tard par une gare, cette gare qu'immortalise Claude Monet. Pour pouvoir planter son chevalet sur les quais, Monet demanda l'autorisation à la Compagnie de chemin de fer de l'Ouest, qui avait été créée en 1855 pour administrer les lignes desservant Saint-Lazare. Avec 25 millions de passagers par an en 1867, la gare Saint-Lazare est également la gare la plus fréquentée de la capitale. Claude Monet parvient sur sa toile à transcrire l'ambiance, l'atmosphère d'une gare parisienne. Il décrit les panaches de fumée et laisse percevoir le bruit tel qu'Émile Zola les décrira également plus tard dans La Bête humaine. Enfin, lorsque Monet s'installe à Véteuil en 1878, puis quand il achète une propriété à Giverny en 1890, c'est encore la gare qu'il fréquente. Le lieu est donc à ses yeux plein de souvenirs et surtout plein de promesses. Je vous donne maintenant rendez-vous place de la Concorde pour y retrouver un peintre que nous avons déjà croisé lors de notre balade, Giuseppe Canella. Fils d'un architecte, Canella s'intéresse d'un œil avisé à tous les aspects de la capitale dont il est visiblement séduit et où il séjourne une dizaine d'années. L'obélisque Luxor, qui en est maintenant l'ornement central, ne figure pas sur la peinture de Canella. Il ne sera érigé qu'en 1836. Au fond du tableau, le Palais Bourbon montre sa façade garnie d'une colonnade dessinée en 1808 par l'architecte Bernard Poyer. Par devant, 2 rangs de statues encadrent le pont de la Concorde. Elles ont été élevées en 1832. Plus à droite, juste avant la coupole des Invalides, on peut repérer les chevaux de Marly, chef-d'œuvre de Guillaume Coucou, installé à l'entrée des Champs-Élysées en 1795. On découvre que cette place n'était pas aussi minérale qu'aujourd'hui. De nombreux jardins y sont installés en contrebas, encadrés par des balustrades. Cet ensemble est arasé en 1854, mais 30 ans auparavant, l'artiste représente une place qui n'est pas encore strictement intégrée dans le décor urbain. Quelques voitures la traversent sans troubler les familles qui viennent s'y promener. Des vendeurs ambulants se sont postés près d'un lampadaire à huile. À droite, un marchand de coco muni d'un bâton de marche porte sa fontaine sur le dos. Et une marchande de sirop d'orgeat, assise sous un parasol, a joliment disposé ses bouteilles et ses brioches sur une table couverte d'une nappe blanche et ornée d'un bouquet de fleurs.
Lorsque Canella peint ce tableau, la place de la Concorde s'appelle encore la place Louis XVI. Elle est débaptisée l'année suivante par les événements révolutionnaires. Aucun lieu de Paris n'a peut-être changé de nom aussi souvent. Le chantier de ce qui constitue la plus vaste place de la ville, plus de 8 hectares et demi, est lancé en 1748 afin d'accueillir une statue équestre de Louis XV. Les travaux s'achèvent en 1772 et en 1793, sur cette même place, le roi Louis XVI et Marie-Antoinette trouveront la mort sous l'échafaud. Cette même guillotine fera périr ici plus de 1100 personnes. En 1795, après la Terreur, les lieux sont rebaptisés Place de la Concorde afin de faire oublier les heures sombres de la Révolution. À quelques mètres de là, s'élance la plus belle avenue du monde. C'est ici que Félix Ziem a posé son chevalet pour immortaliser les Champs-Élysées vers 1880. Ce bourguignon d'ascendance arménienne est un amoureux de Venise et des paysages orientaux. Mais il possède à Paris un atelier sur la butte Montmartre où il réalise de nombreuses vues de la capitale. Sa vision très personnelle de la peinture en fait un précurseur du mouvement de l'impressionnisme. Voici une œuvre qui refuse le pittoresque et l'anecdotique. À peine distinguons-nous, estompés par une lumière éclatante et lancés dans un mouvement quasi vertigineux, les équipages et les cavaliers qui montent et descendent la longue avenue. Au bout de la perspective, l'arc de triomphe découpe sur le ciel une silhouette dévorée de soleil, un peu irréel. C'est la quintessence d'un lieu déjà prestigieux à cette époque, alors que les grands immeubles et la circulation automobile du XXe siècle ne lui ont pas encore donné la physionomie que nous lui connaissons aujourd'hui. En 1880, il n'y a pas longtemps que l'avenue des Champs-Élysées est une artère aussi fréquentée. Au départ, cette allée est tracée en 1670 par le nôtre dans la perspective du Jardin des Tuileries jusqu'à l'actuel rond-point des Champs-Élysées. Un siècle plus tard, l'axe est prolongé vers l'ouest jusqu'au sommet de la butte du Roule qui correspond à l'actuelle place Charles de Gaulle. Cette zone se situe alors en pleine campagne et les Parisiens ne s'y aventurent guère, surtout le soir. De même, le rond-point est un endroit peu sûr. Les guinguettes qui s'y sont établies ont l'air de bouges. Prostituées et malfaiteurs y sont à leur affaire. Si la pente des Champs-Élysées est régulière entre le rond-point et la place de l'Étoile, c'est grâce à d'importants travaux de nivellement qui sont supervisés au XVIIIe siècle par l'architecte Ange-Jacques Gabriel. La place de l'Étoile se trouve ainsi dégagée dans le but d'y accueillir un monument spectaculaire. Finalement, c'est Napoléon qui, en 1806, décide d'y rendre hommage à ses armées victorieuses grâce à l'édification d'un immense arc de triomphe. Les travaux reprendront lentement en 1823 et l'inauguration n'aura lieu que le 29 juillet 1836. En fait, l'arc de triomphe n'est pas achevé. Il devait être couronné par une sculpture de grande taille, soit de Napoléon, soit de l'aigle impérial. Le sculpteur Falguière conçoit un énorme quadrige en plâtre qui est installé en 1882, mais bientôt dégradé par les intempéries. Finalement, il n'est jamais remplacé par une version définitive en bronze. Et c'est peut-être mieux ainsi. Quittons la place de l'Étoile pour une autre, la place de Clichy. C'est sur celle-ci que le peintre Edmond Grandjean posa son regard et en brossa le portrait. Issu de l'école parisienne des Beaux-Arts, Grandjean expose dans le Salon de Paris à partir de 1865. On le connaît essentiellement par des scènes de genre, des paysages, mais aussi un certain nombre de vues de la capitale. Né et mort à Paris, il s'attache à décrire sa ville de façon scrupuleuse. Le tableau que nous voyons ici est particulièrement instructif à propos des moyens de transport.
dont les Parisiens pouvaient disposer quelques années avant l'installation du métro et le remplacement des voitures hippomobiles par des véhicules à moteur. À gauche, un fiacre qui se présente de profil permet d'observer clairement ce qu'était à l'époque l'équivalent du taxi d'aujourd'hui. Sur le côté droit, un omnibus, ancêtre de nos autobus, montre bien comment un petit escalier tournant permettait d'accéder à l'Impériale. Le personnage le plus curieux de cette toile étant la cycliste qui pédale au premier plan. À cette époque, le spectacle est inhabituel. Le vélocipède est un engin relativement nouveau et les femmes qui l'utilisent passent pour des intrépides. Voilà bien un symbole de l'émancipation féminine de la fin du XIXe siècle. Celle-ci porte une longue jupe culotte bouffante spécialement conçue pour la pratique de la bicyclette. Mais elle n'a pas pour autant renoncé au chapeau, élément indispensable de la garde-robe de toute femme qui se respecte. La place de Clichy se situe au carrefour de 4 arrondissements parisiens. Elle est installée à l'emplacement de l'ancienne barrière de Clichy qui faisait partie du mur des fermiers généraux construit à la veille de la Révolution française. Agrandie en 1864, cette place n'a jamais fait l'objet d'un plan d'urbanisme, d'où le caractère disparate des bâtiments qui environnent la place. Telle est bien l'apparence que lui donne Edmond Grandjean dans son tableau peint il y a plus d'un siècle. Au centre, une importante sculpture de bronze, réalisée en 1869 par Amédée Doublemard et posée sur un haut piédestal de pierre blanche, rend hommage au major général de la garde parisienne, Moncey. Placé à la tête de la garde parisienne, il tente héroïquement et vainement de repousser l'attaque des Cosaques russes qui pénètrent dans Paris le 30 mars 1814, quelques jours seulement avant l'abdication de Napoléon Ier. Je vous propose maintenant de finir notre balade parisienne dans le 15e et le 17e arrondissement de la capitale en compagnie du peintre Victor Dargaud. Contemporain des impressionnistes, mais demeuré fidèle à une approche classique de la peinture, Victor Dargaud est surtout connu pour des scènes de genre, des natures mortes et des paysages. Mais lorsqu'il pose son chevalet dans Paris, il s'avère curieux des travaux en cours et s'intéresse également à tout ce qui fait le pittoresque et l'originalité de la ville. Et c'est aussi le cas de cette toile de l'artiste dans laquelle il immortalise la statue qui va bientôt traverser l'Atlantique. La liberté éclairant le monde, mieux connue sous le titre Statue de la Liberté, est conçue comme un cadeau de la France aux États-Unis d'Amérique pour célébrer le centenaire de leur indépendance. Sa réalisation est menée par le sculpteur Auguste Bartholdi qui s'appuie sur une armature métallique réalisée par Gustave Eiffel. Les proportions sont gigantesques. 46 mètres de haut pour un poids de 225 tonnes. La tête peut contenir 40 personnes et la main fait près de 5 mètres de long. L'assemblage est réalisé dans un atelier de fonderie situé rue de Chazelles. Posté à l'angle du boulevard de Courcelles, le peintre nous montre la statue au stade des finitions, entourée d'un échafaudage et dominant les immeubles voisins. En cette fin de 19e siècle, la toile de Dargaud donne à voir un Paris parsemé de manufactures, d'usines et d'ateliers qui couvrent les quartiers nord de la capitale et s'immiscent parfois dans les quartiers résidentiels comme celui du Parc Monceau. L'atelier Gagé, Gauthier et compagnie réalise la Statue de la Liberté. Il est également l'auteur de la restauration de la colonne Vendôme, abattue par la Commune de Paris. Ce spectacle impressionne les Parisiens. La presse de l'époque se répand en évocations dithyrambiques. On se croirait au pays de quelques féeries, dans l'usine où des nains fabriqueraient un géant de métal. Écrit Jules Claretie pour La Vie de Paris en 1883. À l'occasion du centenaire de la Révolution française, le Comité des Américains de Paris décide d'offrir à la France une réplique de la Statue de la Liberté. Celle-ci est installée à l'extrémité de l'île aux Cygnes, sur le pont de Grenelle. Celle-ci est inaugurée par le président Carnot le 4 juillet 1889, 3 ans après la statue new-yorkaise, en présence de son créateur.
On peut lire sur sa tablette 4 juillet 1776 égale 14 juillet 1789. C'est sur ce message d'amitié entre les peuples que notre balade picturale s'achève. Je vous dis au revoir en musique avec Paris en toile de fond.